attributive proprement dite, avec notamment cette conséquence qui est que, en présence d'une clause attributive de juridiction qui serait valable, le juge qui serait saisi en violation de cette règle de clause attributive, ce juge-là a l'obligation de se déclarer incompétent au profit de la juridiction qui est désignée dans la clause. Donc on a pas mal d'arguments en faveur d'une application immédiate, d'une certaine manière, de ce règlement. Contre l'idée que le contrat est régi par la loi. Il n'y a aucune référence au contrat. Il n'y a aucune référence. Il y a vraiment une référence à l'action en justice. Il y a des cas où ça peut être même une convention distincte, enfin ça a été jugé, ça. Mais alors, si on essaye de synthétiser ça, moi je suis un juge français, on va dire un juge lyonnais, un juge intelligent, comme ça a été souligné par certains auteurs à certains moments. Bon, j'ai un contentieux sans aucun élément d'extranéité. Je me réfère uniquement à l'article 48. Bon, maintenant, si j'ai un contentieux avec un élément d'extranéité quelconque, est-ce que je peux dire que j'applique toujours, parce que je suis un juge français, Bruxelles 1 bis, article 25? Autrement dit, jamais les règles de DIP pure. Alors si je prends la deuxième hypothèse, c'est-à-dire j'ai un élément d'extranéité, l'action est engagée aujourd'hui, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en application du règlement Bruxelles 1 bis, pour moi, il me paraît extrêmement clair que c'est l'article 25 qui va constituer mon cadre de référence. Je vais, moi, juge français, désigné par une clause attributive de juridiction, bien regarder, à supposer que celle-ci soit contestée. S'il n'y a aucune contestation en la matière, je ne vois pas en quoi le juge pourrait venir s'ériger, sauf à ce qu'il considère, mais ça n'est pas tranché, qu'il lui appartiendrait de relever la question d'une éventuelle invalidité au fond, dit autrement, de constater que cette clause serait entachée de nullité au fond, selon le droit de cette État, c'est-à-dire selon son propre droit national. C'est, à mon avis, la seule hypothèse où le juge pourrait avoir ce rôle actif, avec simplement, et là je le signale, très clairement une difficulté de compréhension. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie nullité quant au fond selon le droit de l'État membre, sous-entendu du juge saisi? Dit autrement, si le juge français voit l'affaire lui arriver en application de cette clause et qu'il considère qu'il y aurait nullité, nullité par rapport à quoi? Est-ce que c'est nullité par rapport à l'ordre interne? Est-ce que c'est nullité par rapport à l'ordre international? Nullité par rapport à l'ordre interne, ben ça voudrait dire qu'en fait le juge devrait vérifier ce que dit l'article 48 du Code de procédure civile. Exactement. Et là, on aboutirait à cette situation. C'est pour ça que je pense que cette solution n'est pas la bonne, mais je vais dire, on est ici dans un domaine d'analyse, puisque pas de jurisprudence, en tout cas, je ne connais pas de jurisprudence actuelle sur ces questions-là. Mais si le juge regardait l'article 48, mais ça veut dire qu'il y a des quantités de situations qui, en réalité, ne pourraient pas prospérer, parce que, rappelons-le, comme le dit l'article 48, le principe, c'est nul, sauf si c'est entre commerçants. Alors, la seule chose, c'est qu'il y aurait peut-être une incompréhension à appliquer l'article 48 du Code de procédure civile, qui est une règle d'ordre interne, à une situation dont on a dit qu'elle est d'ordre international. Et c'est pour ça que je pense qu'en réalité, la solution, elle est autre. La solution, elle procède, à mon avis, d'une forme d'extension de la jurisprudence compagnie de signaux, qui part de l'idée que, justement, l'article 48 échoue à s'appliquer dans l'ordre international, parce que dans l'ordre international, il y a une règle matérielle. Et la règle matérielle de l'arrêt compagnie de signaux, cette règle matérielle, c'est de dire la clause est valable. Et donc, on pourrait ici soutenir que, combinant l'arrêt compagnie de signaux, combinant la logique de l'article 25, bien dès lors que le juge considère qu'il n'y a pas d'objection, parce qu'il ne serait pas, mais dans notre hypothèse, ça n'aurait pas de sens, il n'y a pas de problème d'atteinte à une compétence exclusive du juge français, bien le juge devrait systématiquement considérer que la clause est valable. Ce qui a amené un certain nombre d'observateurs, un certain nombre d'auteurs, à soutenir aujourd'hui une position qui, moi, me paraît très la bonne, et on peut qu'espérer que le jour où la Cour de cassation sera saisie de ces questions-là, sauf à ce qu'elle décide de renvoyer l'affaire à l'interprétation de la Cour de justice. Mais si la Cour de cassation avait l'idée, j'allais dire, de développer une appréciation de validité, une appréciation de la nullité quant au fond, un peu à l'instar de ce qu'elle a pu faire, notamment pour les clauses
compromissoire, c'est-à-dire de s'attacher avant tout à la question du consentement, de la réalité du consentement. Dès lors que le juge constaterait qu'il y a bien eu consentement à la clause, il n'y a pas d'opposition à ce que la clause produise ses effets. Et on pourrait espérer que cette règle matérielle soit la solution, sauf à avoir quelque chose qui sera quand même très problématique, c'est-à-dire une telle incertitude sur la licéité et donc l'opposabilité des clauses, et avoir comme conséquence que les rédacteurs de contrats éviteront systématiquement, soigneusement, de procéder à la désignation des juridictions françaises. Peut-être certains s'en satisferont, mais d'autres y verront un petit problème d'attractivité de l'ordre juridique français. Mais ça c'est important, parce que effectivement cette mention, sauf si la validité est un acte, c'est quelque chose qui est nouveau dans Bruxelles 1 bis par rapport à Bruxelles 1, et je me souviens de cet arrêt rendu sous l'empire de Bruxelles 1, qui avait beaucoup choqué les juristes jacobins comme moi, dans lequel on disait, à partir du moment où il y a un élément d'extranéité, et où on appliquait Bruxelles 1, même si l'une des parties n'était pas commerçante, on n'a rien à faire de l'article 48, au fond, voilà. C'est l'arrêt Compagnie des Signaux. Mais dans l'ordre européen. Oui, mais alors moi je pensais que ça changeait quelque chose. Je pensais que justement, avec cette précision, on allait dire attention, il ne faut pas nous violer l'article 48. Donc là, non. Je répète, la question, elle est posée. Alors, pourquoi elle est posée? J'ai oublié de le préciser, et c'est là où notre collègue est toujours aussi pertinent. C'est que l'article 25 dit nullité quant au fond, selon le droit de cet État membre, mais il y a aussi des considérants dans le règlement. Ouais. Et dans les considérants du règlement... Dieu nous protège des considérants, donc c'est une parenthèse. Dans les considérants du règlement, on voit exprimer, ces considérants disent très clairement une référence au droit international privé de l'État membre. Oui, ça commence à devenir un peu chaud. Là. Donc, si on doit comprendre droit de l'État membre comme droit international privé de l'État membre, le droit de l'État membre, c'est l'article 48, sous-entendu droit interne, c'est l'article 48, mais existe l'article 48, pourquoi? Parce qu'il y a une règle spéciale pour les litiges internationaux, compagnie de signaux, qui pose, elle, le principe de la validité. Dans la série, ça ne change pas grand-chose. Bon. Si on élimine, je suis désolé de le dire, mais le jargon habituel de l'Union européenne, est-ce que finalement, ces conditions de validité, si on enlève, c'est des conditions de forme essentiellement, mais comme je lis par écrit ou verbalement et de confirmation écrite, bon, n'importe comment, quoi, disons-le, ça peut être convenu n'importe comment. Oui. Ça, on est d'accord là-dessus. Tout à fait d'accord. Il n'y a pas de condition de forme, quoi. Non, il n'y a pas de condition de forme. La seule exigence, c'est que l'on ait, et la Cour de justice, on le verra dans les arrêts qu'on a reproduits par la suite, la Cour de justice, elle exige une seule chose, c'est que le juge puisse s'assurer de la réalité du consentement à la clause. Et comment s'assurer de la réalité du consentement à la clause? Bien par des éléments de preuve, et l'écrit sur ce point serait un élément de preuve. Serait peut-être la meilleure des preuves. Mais il n'est pas imposé. Mais il n'est pas imposé. Et dans un arrêt récent, là aussi on verra dans quelques temps, dans un arrêt récent, la question s'est posée à propos d'une clause attributive stipulée dans le cadre de conditions générales d'un contrat uniquement présent sur l'Internet. Oui, avec le clic. Bon, avec la question du clic. Voilà l'affaire tout de suite. Jawad El Majid. Voilà. Et dans cette affaire, on a des conditions générales en ligne, on n'a aucun élément papier en tant que tel, et la Cour dit, on la cite, la technique d'acceptation par clic des conditions générales d'un contrat de vente, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique, permettant de consigner durablement la convention au sens de cette disposition, et donc, en gros, simplement ce que dit ici la Cour de justice, on revient à l'article 25, qui dit, ben voilà, transmission par voie électrique permettant de consigner durablement la convention. Mais dans la question, c'était un consommateur là, qui était... Non, c'était pas un consommateur, c'était une relation B2B, comme on dit en bon français. Très bien. Non, c'était une hypothèse de commerce international. L'autre élément qui est peut-être important à souligner, qu'on a mis en gras,
qui est une disposition, alors qui n'était pas initialement prévue, a été rajoutée, c'est la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable. Alors, ce que les rédacteurs du règlement Bruxelles 1 bis ont souhaité rédiger, c'est quelque chose que la jurisprudence disait, et c'est quelque chose qui ne saurait surprendre les juristes français. Parce qu'en réalité, on retrouve ici quelque chose qu'on connaît bien, notamment pour les conventions d'arbitrage, les clauses d'arbitrage, les clauses compromissoires, c'est ce qu'on appelle le principe d'indépendance de la clause. La clause est indépendante de toute loi applicable, la clause est indépendante du contrat qui la contient. C'est d'ailleurs en réalité le seul moyen de justifier l'existence même de la clause. Comment justifier, s'il n'y avait pas cette indépendance, que je puisse agir en nullité d'une convention devant un juge s'il y avait absorption de la clause par la convention, puisque le juge ne pourrait pas statuer sur une question de nullité. Donc on est là dans une situation où on affirme l'autonomie, l'indépendance de la convention, de la clause attributive de juridiction, à l'instar de la solution qui vaut pour les clauses compromissoires. Il y a une forme peut-être pas d'alignement, mais en tout cas de parallélisme de la clause compromissoire et de la clause attributive. Je n'ai pas vérifié dans le détail, mais en gros, en matière interne, je pense pour la clause attributive de juridiction, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que si on veut demander, par exemple, à coup sûr, la résolution d'un contrat, on doit appliquer la clause attributive de compétence. Ce qui me chagrine un peu, c'est l'histoire de la nullité, moi. C'est-à-dire que, effectivement, si je dis le contrat est complètement nul, par exemple, parce que je suis, ce qui peut se constater, incapable, enfin, quand je dis incapable, quand je suis privé de consentement, etc., moi, je pense que tout le contrat est nul dans ce cas-là. Et ça me choque à ce moment qu'on applique une des clauses. Mais, bon, incontestablement, le mouvement est dans ce sens-là, c'est l'autonomie des clauses de règlement du litige. On retrouve une construction théorique que chacun connaît ici, probablement, qui est la distinction entre le contenu obligatoire et le contenu obligationnel du contrat, qui a été développé par un de nos collègues. Et les clauses attributives sont dans le contenu obligationnel, et le reste du contrat, lui, c'est le contenu obligatoire, c'est le négocium. La clause attributive n'est pas dans le négocium. La clause attributive est à côté de le consentement pourrait très bien être vicié aussi à ce niveau-là. On pourrait l'envisager. Donc, j'allais dire, ce texte d'une clarté limpide, et qui est à peu près aussi limpide que le précédent, que le Bruxelles 1, donne lieu quand même, surtout le précédent, à une jurisprudence qui est très nourrie et qui n'est pas rassurante, parce qu'on se dit finalement, alors on dira ça en conclusion plutôt, c'est-à-dire est-ce que finalement il faut encore mettre des clauses attributives de compétences, mais est-ce qu'on peut présenter les principales décisions jurisprudentielles qui sont essentiellement des décisions de la Cour de justice. Il y a un ou deux arrêts de la Cour de cassation au milieu, mais il faut qu'on coupe là.